Comme d'habitude, nous aurons les 7 composantes de l'armée, des forces de défense et de sécurité. Si je prends l'armée en général, il y a les 4 composantes, à savoir l'armée de terre, les forces aériennes, les forces navales et la garde nationale. Au niveau des forces de défense, nous avons les forces de sécurité, nous avons la police républicaine, la douane et l'administration des eaux, forêts et chasse. Donc ce sont les 7 forces qui vont défiler au cours du 1er août 2023. Donc par rapport à ce défilé, nous avons déjà commencé par faire des exercices au sein de chacune des forces. Donc bientôt nous allons commencer les exercices de cohésion au niveau de la place habituelle. Donc vous allez être informés de l'évolution des choses en son temps. Maintenant, par rapport aux innovations de cette année, nous avons toujours le même dispositif, c'est-à-dire la phase de défilé pédestre, la phase de défilé motorisé, y compris le défilé aérien. Parce que vous savez, nous avons acquis des hélicoptères, donc ils vont survoler en son temps l'esplanade là où nous voulons faire le défilé. De façon générale, la gestion de la fluidité de la circulation dans les grandes villes, telles que la nôtre, Cotonou, a toujours été un défi. Et ça, je pense que ce défi, la police républicaine, à qui revient cette mission-là, s'attelle à relever le défi. Et je crois que, nonobstant le renforcement du parc automobile, parce que, chers amis, vous comprenez que ces dernières années, quoi qu'on dise, le parc automobile béninois s'est renforcé. Et la vitesse à laquelle ce parc s'est renforcé n'est pas forcément en adéquation avec peut-être les infrastructures disponibles, malgré les grands efforts fournis par les autorités pour améliorer l'existant et mettre à disposition de nouvelles infrastructures. Et donc, face à un parc automobile qui se renforce, il y a plus de véhicules sur nos axes. Et quand vous ajoutez à cela, et ça je veux être honnête, vous le constatez, malheureusement l'incivisme de nos populations, ce n'est pas toujours facile de le gérer. Vous avez dit que sur l'axe Kindonou, je crois, Kindonou-Calavi, depuis quelque temps, vous avez constaté qu'il y a un nouveau dispositif, un nouveau dispositif par rapport à la gestion de la fluidité. Vous comprenez, lorsque vous avez un défi qui est à multiples facettes, vous êtes, en tant que structure, institution responsable, vous testez beaucoup de stratégies afin de venir à bout du phénomène. Et si vous devez être honnête, chers amis journalistes, vous devez constater que quand même, depuis quelques années, la gestion de la circulation, si les populations restent disciplinées, le plus important, et ça je demande aux organes de presse d'en faire large diffusion, que les populations respectent les couloirs. Double fil, 3 fils, 4 fils, c'est ça qui crée les nuisances. Donc je souhaite que les forces de l'ordre, en l'occurrence la police républicaine, les agents de la police républicaine qui sont déployés sur le terrain de façon générale, tous les jours dans la ville de Cotonou, je souhaite qu'il y ait un peu plus de civisme, un peu plus de respect des consignes. Et je crois que ça sera pour le bonheur de nous tous. Disons que j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la HAC pour discuter essentiellement d'une plateforme, la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel de l'UEMOA et de la Guinée. Et cette plateforme a été mise en place pour regrouper toutes les hautes autorités de régulation de la communication dans les États membres et élargie à la Guinée. Et ceci dans le contexte de l'organisation de l'Assemblée générale, la 10e Assemblée générale de la plateforme, qui aura lieu le 27 et 28 juillet, ici même à Cotonou.
Comme vous le savez, la commission de l'UEMOA conduit un processus d'intégration régionale et c'est heureux de constater que ces hautes autorités publiques des États membres se sont organisées en réseau pour accompagner le processus d'intégration régionale, pour harmoniser les pratiques de régulation des médias et aussi tisser un partenariat avec la commission de l'UEMOA dans le but d'une synergie en vue véritablement de conduire, appuyer, accompagner le processus d'intégration régionale. Donc voilà un peu l'objet. Nous avons compris qu'à l'issue de cette Assemblée générale, le Bénin, qui assurait la vice-présidence de cette plateforme, aura à prendre la présidence et évidemment les conclusions vont en sortir. Et nous avons eu à échanger avec le président pour voir quel accompagnement la commission de l'UEMOA pourrait avoir à l'issue de cette Assemblée générale. L'Assemblée générale, ce que nous pouvons faire pour accompagner la tenue de cette Assemblée, mais aussi comment accompagner la feuille de route qui en sortira, puisque le Bénin aura la responsabilité en tant que présidence de conduire la plateforme sur les 2 années à venir. C'est heureux de constater que les plus hautes autorités des États, comme celle de l'audiovisuel, accompagnent le processus d'intégration régionale, sont engagées et nous ne pouvons que nourrir l'espoir et la satisfaction par rapport à ce réseau et ce qu'il fait comme travail pour accompagner le processus. Disons que nous allons souhaiter plein succès à l'Assemblée générale de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel, mais aussi une bonne présidence, une bonne chance pour un bon succès à la présidence de cette plateforme UEMOA Guinée par le Bénin. Avant, les voies n'étaient pas bonnes. Aujourd'hui, comme la voie est bonne, on va correctement. Nous sommes très contents dans Porte-Novo par rapport au tracé de voie. C'est éclairé, on circule normalement, c'est bien. C'est les routes qui font la capitale en fait. Depuis que le président Patrice Talon est venu sur le pouvoir, le pays a changé. L'État béninois a installé un nouveau pont qui descend sur Ouomé. Et je viens de constater cette œuvre qui nous libère de toutes les difficultés que nous avions pour traverser ce marigot pour atteindre l'autre côté. Alo 15 minutes à côté téléphone. Mais film bi nyon le bi do keke kun e nyon ma pe keke kun bon alijida ya le bi de mo alida gbe o ibi yo alo pe gbe asin ton so di mo e ko anu very facile. Donc il faut que vous me kandi. On a vu le changement hein, parce que avant là notre voie pour passer là c'est difficile. C'est difficile mais aujourd'hui maintenant la voie que on a eu la voie et c'est propre, c'est goudronné. On peut rouler maintenant sans problème. Et encore les poteaux, et quand la lumière partout, c'est bon. On va remercier le chef de l'État. On a vu qu'il est en train de travailler. Beaucoup même. Toute la commune de Torbosito est tellement contente de la voie Ouedo Torbosito et aussi du contournement qu'il nous a offert. Et après ça, toute la commune de Torbosito est contente aussi du pont de Paou qui est en train d'exécuter actuellement. Parce que par ces 2 axes, la commune de Torbosito est reconnue. Elle est reconnue parmi les meilleures communes aujourd'hui et les communes attractives. La voie là va vers Tong. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était pas comme ça. L'autre là, c'était de la terre rouge. Ça donnait de la poussière, totalement de la poussière. Si il pleut, tu ne peux pas sortir pour aller acheter à manger. Même si tu as faim, tu ne peux pas sortir pour aller acheter à manger. Ce que les gens se disent à côté de nous, moi aussi, je suis content. Je suis content. Il n'y avait même pas Carrefour à Plahoué. Mais aujourd'hui, ils ont amené Carrefour pour nous. Notre tronçon Parakou-Manamville
on a vu le gouvernement en train de nous faire la voie de Boriboué à Manamville. C'est bon, on a apprécié. La voie est bonne, la qualité, les personnes aussi, on a apprécié. Les ponts qui submergeaient de l'eau là, ils ont essayé de tout faire, ils ont relevé. C'est très bon. Ce ouvrage a été reconstruit parce que l'ancien ouvrage qui était là ne supportait plus. Donc la capacité de l'ouvrage a été dépassée. Et donc ça a été remplacé par ce ouvrage de 3 par 4 par 4. C'est un dallo en béton armé. Et le profil a été remanié. C'est-à-dire que la ligne rouge a été corrigée parce que à cet endroit précis, il y avait un ouvrage de petite section. Maintenant, quand on a inséré cet ouvrage-là, il y a eu besoin donc de corriger la ligne rouge. Donc c'est pourquoi vous avez un grand talus. Avant, on ne pourrait pas se dépasser. Si tu vois l'autre vient, tu t'arrêtes, tu es brisé. Donc ça crée beaucoup d'accidents. Maintenant, actuellement, il y a des dépassements, il y a des croisements sur des ponts. Le goudron aussi est trop haut, trop large aussi. Donc en roulant, on ne se perd pas. Donc on roule facilement comme on veut. Le président nigérian Mohamed Bazoum est retenu ce mercredi à Niamey par la garde présidentielle à l'issue de pourparlers qui ont échoué. Selon une source proche de la présidence, l'armée aurait lancé un ultimatum à la garde. Dans un message publié sur Twitter, la présidence du Niger indique que mercredi matin, des éléments de la garde présidentielle d'IGP ont engagé un mouvement anti-républicain. Ils auraient tenté en vain d'obtenir le soutien des forces armées nationales et de la garde nationale. Ces dernières sont prêtes à attaquer les éléments impliqués dans ce mouvement s'ils ne reviennent pas à de meilleurs sentiments, a précisé la présidence. Un député du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a affirmé à l'AFP que le chef de l'État ainsi que sa famille sont sains et saufs. Avec l'élection du président Bazoum en 2021, le Niger a connu sa première transition démocratique depuis son indépendance en 1960. Toute tentative de déstabilisation pourrait avoir de lourdes conséquences sur la sous-région. Au Niger, les membres de la garde présidentielle retiennent toujours le président Mohamed Bazoum. Après l'échec des négociations, aucune information n'a encore filtré sur leurs exigences. L'armée aurait lancé un ultimatum aux mutins. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a appelé les auteurs de la tentative de coup d'État à libérer immédiatement et sans condition le président de la République démocratiquement élu. L'Union africaine a condamné de son côté des militaires agissant en totale trahison de leurs devoirs républicains, alors que l'Union européenne s'oppose à toute tentative visant à déstabiliser la démocratie et menacer la stabilité du Niger. Dès les premières heures de la matinée, l'accès à la présidence nigérienne avait été bloqué en raison du mouvement des membres de la garde présidentielle. Difficile pour l'heure de savoir qui tient le gouvernail du pays. Inflation à 2 chiffres et dette publique galopante, le Ghana est en proie à une crise économique sans précédent. Pour tenter de sortir de l'ornière, la Banque centrale de ce pays d'Afrique de l'Ouest a décidé d'augmenter son principal taux d'intérêt de 50 points de base à 30,0%. L'annonce a été faite lundi par son gouverneur. Une mesure prise notamment pour maintenir la tendance à la désinflation constatée récemment. Après avoir régressé pendant 4 mois en effet, la hausse des prix des produits de consommation a repris sa courbe ascendante en mai et juin, poussant les autorités à serrer la vis. Le gouverneur de la Banque centrale du Ghana a averti, le resserrement de la politique monétaire se poursuivra jusqu'à ce que l'inflation atteigne le niveau souhaité. Accra, qui a sollicité et obtenu un programme d'aide de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, assorti de restructuration de sa dette, se propose aussi d'adopter une politique fiscale des plus drastiques. Alors que les manifestations contre la vie chère et les nouvelles taxes
organisé par sa coalition politique. En fait, au moins 35 morts ce mois-ci. Raila Odinga a égrené mardi lors d'une conférence de presse à Nairobi son chapelet de lamentation contre les forces de sécurité kenyanes. Avec la garantie constitutionnelle pour les manifestations, nous n'avons jamais imaginé que la police les interdirait, confronterait les manifestants et en tuerait autant, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous ne nous attendions pas au génocide parrainé par l'État qui est en train de se produire. Le président kényan avait appelé à la fin des manifestations qui paralysaient le pays, non sans accuser son rival de vouloir contester son élection dans la rue. Des voix appellent au dialogue. J'ai moi-même dit que j'étais prêt à m'asseoir avec d'autres personnes pour discuter de ces questions. Mais il fait semblant, il vit dans l'illusion que nous n'avons pas de crise. En attendant, l'opposition a appelé à une journée de veillée pour les victimes de violences policières mercredi, au lieu des manifestations habituelles. La collision entre un véhicule transportant des étudiants de l'université de Johannesburg et un bus de transport urbain a fait au moins 77 blessés, dont 5 grièvement mardi. La police sud-africaine dit avoir ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident. D'après les informations que nous avons reçues, 77 patients ont été traités, certains sur place, d'autres dans des hôpitaux. Pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur les circonstances de cet accident. La police a établi un rapport et va ouvrir une enquête pour conduite imprudente et négligente. De nombreux passagers ont été éjectés des véhicules et d'autres sont restés coincés à l'intérieur. L'accident s'est produit près de l'entrée du campus Kingsway de l'université de Johannesburg. Après les informations que nous avons reçues, lorsque les deux bus sont entrés en collision, celui du métro s'est renversé et s'est écrasé contre la palissade et le bus privé a heurté la station de bus Rea Vaya. L'université de Johannesburg a mis en place une cellule pour la prise en charge psychologique des victimes de l'accident. Louise Mushikiwabo ne sera pas à Kinshasa vendredi lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. L'information a été confirmée par la porte-parole de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie mardi. Et pour cause, l'absence d'une invitation officielle promise depuis le 21 juin par les autorités congolaises. Lundi, le gouvernement congolais rassurait pourtant sur l'arrivée de la Rwandaise dans la capitale, estimant qu'en sa qualité de co-organisatrice de l'événement, la secrétaire générale de l'OIF n'avait pas besoin d'invitation formelle. Le climat délétère entre le Rwanda et la RDC peut être passé par là. Kinshasa reprochant à Kigali de soutenir la rébellion du M23 qui écume des ponts entiers dans l'est de la RDC. Face à ce contexte, la venue de la diplomate rwandaise, même en qualité de secrétaire générale de l'OIF, n'était pas gagnée d'avance. Les 9e Jeux de la francophonie doivent réunir du 28 juillet au 6 août environ 3000 jeunes sportifs et artistes venus d'une trentaine de pays. L'Alliance des forces de la liberté et du changement, une coalition de l'opposition, veut s'impliquer dans la résolution de la crise soudanaise. Au Caire, elle a appelé en début de semaine à la fin des hostilités et au respect des différents processus de paix, dont celui de l'IGAD qui propose un déploiement d'une force est-africaine. La coalition souhaite une entrée encadrée de cette force. Nous accepterons l'entrée des forces de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale, tout comme la communauté internationale l'a accepté dans le cadre de la Minuad et du Darfour, mais dans le cadre d'une solution politique en tant que partie intégrante du processus. Nous ne parlons pas de l'entrée arbitraire de ces troupes contre la volonté du peuple soudanais. Cependant, il devrait y avoir une préparation pour le déploiement de ces forces afin de surveiller le cessez-le-feu dans le cadre du processus de fin de la guerre et non pour occuper le Soudan.
Les forces de la liberté et du changement ont exprimé la nécessité d'une solution politique globale et équitable au Soudan qui aboutirait à la mise en place d'une armée soudanaise unifiée et un gouvernement civil démocratique. Par ailleurs, cette coalition promet de faire la lumière sur les différents crimes commis par les troupes rivales sur le terrain. Dans ce contexte, nous affirmons que nous traitons les violations en tant que question de droits de l'homme et d'éthique. Nous demandons l'arrêt immédiat de tout type de violation et l'ouverture d'une enquête indépendante pour identifier les responsables et les traduire en justice. Des mécanismes efficaces devraient être adoptés pour offrir la justice aux victimes, identifier les responsables, accorder des réparations et indemniser les personnes affectées. Formée en 2019 suite aux manifestations civiles, cette coalition est composée de nombreuses factions politiques et rebelles et constitue le principal groupe d'opposition soudanais. À un mois du sommet des BRICS, diplomates et conseillers sécuritaires discutent sécurité, gouvernance mondiale et conflit russo-ukrainien à Johannesburg. Cette rencontre est censée préparer le sommet prévu du 22 au 24 août prochain en Afrique du Sud. Nos 5 pays viennent de loin et se rassemblent ici pour suivre les orientations stratégiques des 5 leaders et discuter des grandes questions liées à notre sécurité nationale et à la sécurité internationale. Nous sommes ici pour échanger nos points de vue, rechercher un consensus, discuter des solutions et préparer politiquement le sommet des BRICS le mois prochain. Donc notre réunion est très importante et nécessaire. Nous devons garder à l'esprit le chemin historique parcouru par les BRICS. Au cours de ces rencontres, les questions liées au terrorisme, à la cybersécurité, à la sécurité des armes nucléaires, l'alimentation ou encore l'énergie seront abordées. Le président russe Vladimir Poutine doit rencontrer les dirigeants africains qui se réuniront en fin de semaine à Saint-Pétersbourg lors d'un sommet Russie-Afrique. 49 pays africains et 17 chefs d'État ont confirmé leur présence. Cette rencontre, selon cet expert, est une étape importante devant conduire à la reconfiguration des relations entre Moscou et le continent. L'objectif principal du deuxième sommet Russie-Afrique est de voir ce qui a été accompli ces dernières années. L'économie mondiale et la politique ont changé. D'abord, il y a eu la pandémie de Covid-19, puis l'opération militaire spéciale a commencé. Le cadre dans lequel la Russie et l'Afrique interagissent a sérieusement changé. Par conséquent, il est évident qu'il faut revoir les relations entre la Russie et l'Afrique, trouver les terrains d'entente et expliquer mutuellement les points de vue sur les questions d'actualité, par exemple l'accord sur les céréales. Ce sommet intervient quelques semaines après que les dirigeants africains ont tenté de peser dans la recherche de la paix entre l'Ukraine et la Russie. Une délégation de chefs d'État s'est rendue mi-juin à Moscou et à Kiev pour faire entendre la voix de l'Afrique dans ce conflit. Le rôle de l'Afrique est déterminant. Nous constatons de multiples contacts au plus haut niveau. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a effectué plusieurs visites en Afrique. Le président russe Vladimir Poutine rencontre régulièrement les dirigeants des pays africains. Par conséquent, le rôle de l'Afrique est très important. La demande d'une position africaine sur l'état actuel de la politique sur la scène mondiale est également en plein essor. À Saint-Pétersbourg, plusieurs chefs d'État africains sont attendus, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, pour la deuxième édition de ce sommet après une première en 2019 à Sochi, sur la mer Noire.